Attention, l'histoire que vous vous apprêtez à écouter aborde des sujets sensibles comme des opérations, des examens médicaux détaillés et des difficultés psychologiques. Nous vous laissons juger si cela est entendable pour vous. Prenez soin de vous. Et là, je m'assois, mais assaillie par, un truc, et du coup, le médecin m'a vue rentrer dans la chambre et vient me voir, la pédiatre qui, elle, l'avait examinée. Elle me dit: «Est-ce que vous avez compris madame Micallef?» Et je lui dis: «Non, j'ai pas compris et puis j'ai pas mon conjoint et puis je sais pas ce qui se passe». Mais je dirais qu'il va y avoir des jours plus sombres, mais d'autres, plus jolis et de pas rester seule. Bienvenue sur Cœur battant, le podcast qui fait battre le cœur de ceux qui vivent, de près ou de loin, avec les pathologies cardiaques. Nous sommes Mylène Et Fanny, deux sœurs unies par une histoire extraordinaire. L'une a soutenu, l'autre a survécu grâce à une greffe du cœur. Dans chaque épisode, nous vous invitons à plonger dans des récits authentiques et émouvants, à rencontrer ceux qui ont traversé des épreuves et ceux qui les accompagnent, le tout éclairé par les avis précieux de professionnels de la santé. Notre mission ? Vous donner les clés pour mieux comprendre, mieux vivre et mieux accompagner les pathologies cardiaques, tout en tissant un lien de confiance entre patients, aidants et soignants. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts et plus résilients. Nous vous invitons à nous rejoindre pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement. C'est parti. Donner la vie, c'est un tourbillon d'émotions. De la fatigue, de la joie, un bébé que l'on apprend à connaître jour après jour. Et puis, parfois, un détail, un silence inhabituel, le regard inquiet d'un soignant, et tout bascule. Mathilda pensait rentrer chez elle avec son bébé en parfaite santé. Mais en quelques secondes, son monde s'est effondré. Des mots qui surgissent. Cardiopathie, grave, opération. Des mots qui résonnent mais qu'on ne comprend pas. Un tsunami. Comment affronter l'annonce d'une cardiopathie congénitale sévère chez son enfant, quelques jours après sa naissance ? Comment trouver les mots pour son conjoint, sa famille, son entourage, alors qu'on est soi-même submergé ? Comment naviguer entre l'hypervigilance, la peur de l'inconnu et le besoin d'être présente, forte et mère avant tout ? Dans cet épisode, Mathilda nous partage son combat, ses doutes, mais aussi les précieux conseils qui l'ont aidée à traverser les épreuves avec son fils Pablo. Car dans ces moments où l'on se sent dépossédé de son rôle de parent, le soutien, les soignants, les associations et l'entourage sont essentiels. Son témoignage est une main tendue à toutes les mères, à toutes les familles qui affrontent ces tempêtes avec un message. Vous n'êtes pas seuls. Installez-vous, inspirez et plongez avec nous dans l'histoire bouleversante et résiliente de Mathilda et son petit Pablo. Alors aujourd'hui, on est en présence de Mathilda pour un nouvel épisode sur Cœur battant et avec Fanny. On voudrait savoir si tu pouvais te présenter en nous donnant ton prénom et ton nom si tu le souhaites, ton âge, où tu vis, quelle est ta profession et enfin ton lien avec les pathologies cardiaques. Bonjour, donc je m'appelle Mathilda, Micallef. J'ai 28 ans. Je suis infirmière, puéricultrice et mon lien avec la pathologie cardiaque, c'est que j'ai un fils qui est atteint donc d'une cardiopathie congénitale. OK, alors on va commencer tout de suite, peut-être par le commencement et est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée ta grossesse pour, ton fils? Oui, sans problème. Alors ça a été une grossesse un petit peu particulière parce que j'ai eu une première fille il y a 4 ans et là, c'était aussi une grossesse complètement différente. Mais pour mon deuxième bébé, donc qui s'appelle Pablo, mon fils, heu, j'ai voulu faire vraiment les choses différemment, prendre en main ma grossesse et surtout mon accouchement.
Donc je me suis, entourée, d'une sage-femme et surtout d'une doula qui m'a suivie pendant les 9 mois, moi et mon conjoint, pour, préparer, au mieux cet accouchement, un accouchement qui me ressemble, qui nous ressemble. Donc j'avais volonté, que ça soit, à l'hôpital, mais ça me sécurisait. Mais je pense par le fait de ma profession, mais en étant, le plus, actrice possible. Donc c'est-à-dire, heu, dans l'idéal, sans péridurale et en étant, maître, de mon accouchement, vraiment. Une grossesse qui s'est déroulée très, 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 très bien, même parfaitement, sans encombre, malade les 3 premiers mois, mais vraiment un moi j'ai pris beaucoup de plaisir, à être enceinte, c'était pareil pour ma première et pour mon deuxième aussi et donc un accouchement, assez, particulier, on va dire. OK et du coup, pour le long de ta grossesse, il y a tous les examens que tu as pu faire, ils étaient bons et rien, laissait présager qu'il y avait quoi que ce soit comme souci pour Pablo, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça, je ne l'ai pas dit, mais donc en plus de ma sage-femme et de la doula, j'ai été, suivie par une gynécologue et où on faisait des échos, régulièrement, et il y a eu la fameuse, écho, donc je crois que c'est à 5 mois, la T2 où elle rega qui dure, 45 minutes, 1 heure et elle avait regardé donc tout le cœur, vraiment il y avait, aucun problème, tout était parfait. Il n'y a rien eu de vu, du coup, en anténatal. Et alors du coup arrive, beh, au bout d'un moment, l'accouchement. Est-ce que c'était un accouchement, du coup à terme ou est-ce qu'il y avait tu as accouché un peu plus prématurément ou ça c'était bon? Alors, j'ai pas du tout accouché prématurément, c'était même l'inverse. Comme quoi des fois la nature, fait les choses, j'avais du mal à le comprendre, mais moi il est sorti 1 semaine après le terme. Donc j'ai accouché à 42 semaines, heu, mon plus grand désespoir parce que du coup j'ai loupé la rentrée de ma grande. Mais tout le mois d'août, mon terme était pour le 26 août et j'ai accouché donc le 2 septembre. Donc à partir du 26 août, je me rendais tous les 2 jours à la maternité, faire des échographies, des contrôles monitoring, tout était parfait. On me disait: «Bah non, il est en pleine santé, il est vraiment bien au chaud» et on m'a beaucoup dit ça et je pense que du coup c'était vrai, il était vraiment bien dans mon ventre et bien au chaud et et donc au final, on arrive à J+6 où là, on me dit: «Bah madame, vous êtes, à votre au bout du terme, là, on ne peut pas, vous laisser repartir. Vous devez accoucher dans les heures, jours qui suivent. Donc on va vous garder et on va faire ce qu'on appelle un déclenchement». Qui est souvent pas très agréable pour la maman, hein. Enfin, je sais pas quelle est la manière dont ils ont procédé pour faire ton déclenchement. Et alors, surtout que je l'avais déjà vécu pour ma première. Alors là, pour le coup, c'était, différent parce que j'avais accouché 15 jours avant, mais j'avais fissuré la poche des os et au final, pour ma première, ça mon col ne se dilatait pas, donc c'était très long, donc j'ai fini en déclenchement. Donc c'est vraiment quelque chose que je voulais pas, mais bon, bah, on du coup, j'ai eu une équipe formidable et des sages-femmes vraiment à l'écoute et donc on a commencé un déclenchement en douceur. J'avais, des comprimés à prendre toutes les 2 heures pour, lancer, le travail, sachant que j'avais beaucoup de contractions déjà, tout le mois d'août. J'ai eu beaucoup de on appelle alors j'aime pas ce terme-là, mais, de faux travail qui pour moi est pas un faux travail, c'est le corps qui se met en route, c'est du travail. Mais donc j'avais beaucoup de phases de contraction, donc là, arrivé, je me suis dit: «Bon, bah, un petit coup de pouce avec les médicaments», puis en fait, ça y est, ça va partir. On est le jour J. Moi, je lui parlais beaucoup. Je lui disais: «Bah, voilà, on a hâte de te rencontrer», mais rien n'y faisait. Je suis allée aux 12 heures, il y a 8 comprimés. Donc, j'ai commencé à 8 heures le matin et j'ai terminé à pardon, donc 16 heures, j'ai terminé à minuit. J'avais pris tous les comprimés, je contractais toujours
on m'a laissé la nuit, heu, en me surveillant, en faisant des monitos. Même les sages-femmes étaient étonnées, elles me disaient: «Mais comment faites-vous pour aussi bien gérer? Parce que vous avez des contractions toutes les 2 minutes et très fortes». Et en fait, je me mettais dans ma bulle, je me focalisais sur, moi, mon bébé, avec mon conjoint aussi. Et à 8 heures du matin, donc on était là à 24 heures du début du déclenchement, toujours, rien. Donc là, fallait passer à l'étape suivante. Donc je suis arrivée en salle d'accouchement avec des contractions toujours régulières, mais un col qui s'ouvrait pas du tout. Du coup, pareil, là, j'ai été accueillie par une super, super sage-femme, hem, qui, si un jour l'écoute, se reconnaîtra. Qui, donc je lui ai fait part de mon projet de naissance, que j'avais réalisé un projet de naissance avec, enfin toute seule, mais, avec ma doula, avec tout ce qui me tenait à cœur. Donc elle avait vraiment, les mes volontés, on va dire. Elle me dit, donc elle a percé la poche des os et moi ce que je redoutais, c'était je voulais pas la perfusion que j'avais eue pour ma fille qui s'était pas très bien passée. Et donc du coup, en fait, le fait de rompre la poche des os a vraiment fait, là pour le coup avancer le travail. Et là je commençais ma dilatation, mais ça a été très long vu que je me suis ouverte. Alors c'était mon deuxième bébé, mais je me suis ouverte en 1 centimètre par heure. Donc il m'aura fallu 10 heures pour arriver à dilatation complète, mais sans péridurale. Waouh! Et du coup et tu avais déjà les 16 heures d'avant dans aussi, donc c'était ça. Tu avais déjà 16 heures, on va dire, de de travail préalable et puis après le fait d'avoir percé, la poche des os, c'est encore une fois 10 heures de plus, quoi. Donc super long. Super long, mais heu, alors sur le coup, oui, je trouvais ça long, mais moi j'avais demandé, en fait, elle m'auscultait pas toutes les heures le col. J'étais vraiment, dans ma bulle et du coup, sans péridurale, c'est l'avantage, c'est qu'on sent tout et on peut vraiment se focaliser sur, son corps, son bébé, comment ça avance, comment il descend, comment ça se passe. Moi, j'avais vraiment mon conjoint était très, très, très présent pour moi, hein. On formait une équipe, sinon ça aurait été impossible toute seule. Donc beaucoup de massages, vraiment une atmosphère hyper, bienveillante, des lumières tamisées, vraiment quelque chose, qui me ressemblait, de la musique que j'aimais. Et en fait, j'avais beaucoup de fatigue forcément vu que j'avais 2 nuits blanches d'avant. Et mais j'étais, vraiment dans cette optique. Chaque contraction me rapprochait, de mon bébé et la rencontre se faisait. C'était les dernières heures, voilà, où avant qu'il arrive. Donc j'étais vraiment dans une optique, alors avec beaucoup de douleur, mais j'arrivais à gérer la douleur, par de la sophro, par de l'auto-hypnose, par des choses, que j'avais pu expérimenter avant. Et puis à un moment, bah, voilà, je suis arrivée, à dilatation, alors pas dilatation complète parce que, juste avant comme quoi vraiment il ne voulait pas sortir du tout. Arrivée à à 9, il s'est mis sur le côté, ses épaules se sont pivotées. Donc ils ont dû me refaire une échographie et mais la tête était quand même, engagée, mais il était pas bien positionné. Et donc je me souviendrai, de petites phrases comme ça de: «Bah, dis donc, tu vraiment bien dans le ventre de maman». Et toujours c'est vraiment, je crois, la phrase qui a résumé, ma fin de grossesse et jusqu'à, la dernière minute. Ils voulaient vraiment pas sortir et donc du coup, ils ont fait une petite écho et puis ils m'ont dit: «Ben, on va essayer». Donc je me suis mis dans la position que je souhaitais pour accoucher et là, a débuté un marathon, pourtant on dit que sans péridurale, pour le coup, je savais où fallait pousser, hein. On pousse pas dans le cou quand on n'a pas de péridurale. Mais du fait qu'il se soit un peu pivoté, j'avais aussi un cordon qui était assez court, plus il avait la circulaire, donc ça rendait, vraiment il avait en fait, il faisait un effet de je poussais, il voyait la tête sortir et hop, il remontait aussitôt. Donc j'ai dû être aidée, très vite. Ils ont vu que, bah, chaque poussée, mes poussées étaient efficaces, mais qu'il remontait. Donc ils ont rapidement,
pas vers du temps. Là, pour le coup, son cœur commençait à vraiment, vraiment, vraiment fatiguer. Les heures de travail, les contractions, avec des poussées, il remontait la circulaire de cordon. Donc là, beaucoup de médecins sont d'un coup arrivés et s'en est suivi quand même 20 minutes de poussées avec ventouse, donc très compliqué, très, très, très compliqué. Et après, en plus, nous, on connaissait pas le sexe, donc moi, il y avait aussi ça qui me j'ai enfin, même si peu importe le sexe, on était les plus heureux du monde d'avoir un bébé. Mais ça rajoutait un petit leitmotiv, dans cette, rage-là que j'avais. Mais c'était très, 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 très compliqué et au final, avec l'aide des médecins, j'ai réussi, à, Pablo a réussi à naître, donc on a découvert que c'était un petit garçon. On était hyper heureux, notre grande était une fille, donc on s'est dit: «Notre famille est au complet, c'est génial» et très vite, bah, voilà, un bébé, 16 heures de déclenchement, 10 heures, il était pas en pleine forme. Ça, c'était les premières choses que tu as remarquées, après la naissance? Ou on te l'a fait remarquer? Ou est-ce que c'est toi qui te disais: «Oh tiens, par rapport, par exemple, à ma première, c'est il a l'air vachement plus fatigué» ou non? Oui, moi rapidement, rapidement quand ils me l'ont mis sur moi, ça a été très furtif, hein. Il y a pas que moi qui s'en a aperçu, mais voilà, il était pas bien coloré du tout. Il était vraiment, comme une poupée de chiffon. Il pleurait pas, mais machinalement, bon, ça arrive à beaucoup de bébés. Moi je relativise, il y en a beaucoup qui ont besoin d'une petite aide au début ou d'être aspirés ou donc puis, quand même, j'ai poussé très, 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 très longtemps donc et c'est assez courant. Enfin, moi, ça m'a, inquiétée sans inquiéter. C'était oui, pas le bébé, qu'on frotte, 2 minutes sur le dos et qui se met à pleurer, pas du tout, ou même plus. Là, on voyait bien qu'il avait vraiment besoin d'être emmené par les équipes rapidement. Donc c'est ce qui arrive, c'est que l'équipe, le prend en charge rapidement après, une fois qu'on te l'a posé sur toi peut-être quelques instants et puis ensuite, il part, Oui, avec les équipes, soignantes et toi, au final, tu te dis: «Bon, logique, après, tant d'heures, oui, oui. et effectivement, cette arrivée qui était longue et peut-être difficile pour lui et voilà et comment ça se poursuit alors? Tu sais quels examens ils ont fait ou En fait, ça s'est donc voilà, c'est exactement ça. Ils l'ont emmené et il est revenu allez, une dizaine de minutes après et en fait, là, pour le coup, en fait, j'essaye de le mettre au sein à leur demande parce que mon placenta ne se délivrait pas, donc pour stimuler, la délivrance, on peut mettre au sein et là, je vois quand même il a toujours pas une coloration, habituelle et en fait, là, on essaye, je dirais moins d'une minute de le mettre au sein et en fait, il, pleure pas, alors ça pourrait, s'apparenter à un pleur, mais en fait, il geint et un petit bruit, audible ce qu'on a une souffrance respiratoire donc et moi, je vois bien qu'en fait, c'est même pas envisageable de le mettre au sein, il est pas bien et donc je regarde la sage-femme qui, me dit: «Bon, bah, on y retourne», donc il le ramène et là, pour le coup, je l'apprends après, donc il y a, les médecins, parce qu'il y a c'est une maternité de niveau 3 dans laquelle j'accouche, donc c'est la réanimation néonatale est vraiment collée à la maternité. Donc là, des médecins arrivent, ils l'examinent, donc ils le réaspirent en fait une deuxième fois. Ils l'examinent et il y a quand même une interne, parce que mon conjoint du coup était avec, et ce qui m'a rapporté après, ce qui l'embêtait, c'était les 4 membres, donc les 2 bras et les 2 jambes étaient complètement blancs et le thorax un peu, violacé et donc c'était cette différence de coloration nette des 2 membres, enfin des 4 membres, heu, qui l'avait interloqué et le médecin lui avait répondu: «Oui, oui, mais c'est pas inquiétant» et elle, en fait, elle avait, regardé donc les pouls fémoraux,
et elle les sentait, elle a mis le stéthoscope et pour elle donc, elle l'a examiné. Il était OK, il a eu besoin et le stéthoscope était bon, mais il avait quand même besoin d'une aide, ventilatoire. Donc pendant 30 minutes, il a eu une PEP, donc c'est un masque qu'on leur pose sur le nez et la bouche et qui les aide à bien respirer, en insufflant de l'air. Donc ça, c'est l'étape où là, lui, il a eu une 30 minutes, il aurait eu besoin d'un peu plus, il aurait été en néonat, mais au bout d'une demi-heure, il s'oxygénait un petit peu mieux, les membres s'étaient un peu mieux colorés et donc moi, pendant tout ça, je l'ai su qu'après, hein. Et donc du coup, après cette demi-heure de PEP là, il était mieux, il a fait du pot à pot. Mais ils l'ont gardé en surveillance, avec le papa, avec mon conjoint, avec un branché à des petits capteurs, voilà, pour regarder comment il respirait et ça allait, c'était, convenable. Et est-ce qu'on peut dire que c'est à partir de ce moment-là que la vie, elle bascule? Et aussi, est-ce que tu ressens chez Pablo, du coup, à ce moment-là, un problème, vraiment en tant que maman? Alors, pas du tout, en toute honnêteté, pas du tout à ce moment-là parce que tout ça, ça dure bien 1 heure et en fait, moi, je retrouve après mon bébé avec mon conjoint où on me dit: «Bah oui, moi, je reste toujours sur cet accouchement qui a été difficile et mon bébé qui a eu besoin d'une aide». Donc je me mets et après, ça se passe bien, en fait. On reste 2 heures en surveillance, donc entre le moment où j'ai accouché, même en fait, ça fait plus de 2 heures parce qu'entre le moment où j'ai accouché et le moment où j'arrive dans ma chambre de maternité, il se passe 4 heures. Donc comme moi j'ai eu des petits soucis, de santé, à la suite de l'accouchement, qui ont duré, donc ça leur a permis en plus de les surveiller. Donc moi j'ai vraiment récupéré mon bébé, il a tété au sein, on faisait du pot à pot, il était bien coloré, tout était super. Donc en fait, on arrive, dans la chambre de la maternité, il est minuit, on appelle, toute notre famille en visio, ma fille, on présente, on présente Pablo, on appelle vraiment nos proches. Le lendemain, et moi j'organise tout, pour, faire ma sortie anticipée comme c'était mon deuxième. E J'envoie un texto à ma sage-femme si elle peut venir, le mardi matin à la maison pour sortir le lundi, enfin moi je me fais déjà mes plans, pour moi mon bébé, oui l'accouchement a été dur pour lui, mais là j'avais mon bébé en bonne santé en fait. Ouais, il est en parfaite santé, enfin, toi, d'après les paramètres que tu vois et puis surtout, bah, c'est aussi un petit peu Ton métier. ton ton expérience professionnelle, même si, voilà, c'est ton fils, mais je veux dire, tu as des données, que peut-être d'autres personnes, tu vois, qui sont pas du milieu n'ont pas, mais toi, c'est quand même un peu ton domaine d'expertise en tant que professionnel et du coup, bah, voilà, tu te fies aussi un peu à ça en te disant: «Bah, c'est bon, ça a été un petit peu difficile, le démarrage, mais là, tout rentre dans l'ordre, donc c'est normal d'organiser la suite comme, voilà, comme on se le prévoyait, quoi». Tu sais à partir de quel moment il y a un basculement qui s'opère? Est-ce que tu te sou je pense qu'on se souvient de ce moment-là. Tu peux nous raconter? Oui, alors je m'en souviens très bien, donc du coup le week-end se passe, on reçoit du monde et vraiment moi exactement, je me dis: «Bon j'ai un bébé qui est en super santé» parce que, bah, l'allaitement se passe bien, enfin tout se passait bien et le médecin vient, pour, faire l'examen de sortie, donc on anticipait un jour avant. Le mardi matin et enfin il était, 12:30. Mon conjoint venait de repartir pour, aller chercher ma fille à l'école et donc elle commence l'examen, je le déshabille et là elle pose son stéthoscope et là elle parle plus du tout. Alors qu'elle arrêtait pas de me parler, pendant l'échange et là je vois, qu'elle change, qu'elle, se concentre et qu'elle reste longtemps et longtemps et longtemps. Bon, moi je me dis, et là en fait elle me dit, «Bon bah je suis désolée madame, j'entends un souffle cardiaque, mais ça peut être, un souffle bénin, hein, vous inquiétez pas. Mais par contre, du coup, ça rentre plus dans les critères, de la sortie anticipée. Vous allez, pouvoir sortir que demain».
Moi, je dis: «Bah, d'accord, c'est pas grave, 24 heures de plus à la maternité», enfin, moi, dans ma tête, je me dis ça. Et elle me dit: «Mais je vais quand même, demander, à ce que soit les des cardiopédiatres passent le voir, soit peut-être, elle me dit: «Soit peut-être une échographie». Donc moi, je dis: «Bon, bah, d'accord». En même temps, c'est l'hôpital où je travaille. Alors elle me je connais pas ce médecin-là, mais elles sont hyper rigoureux, hyper sérieux, donc je me dis: «Bon, bah, OK», enfin ça enfin, moi, j'étais vraiment dans, autre chose, quoi. Je me disais, «Il y a rien, c'est impossible». Et en fait, et puis elle arrête l'examen. C'est-à-dire qu'elle fait pas les réflexes, elle fait plus rien. En fait, elle lui a juste posé le stéto, elle me dit: «Voilà», donc je me dis en fait, à chaque fois, je trouvais des contre-arguments pour me protéger. Je me disais: «Bah, c'est normal, elle va revenir faire l'examen complet demain pour notre vraie sortie», et en fait, je le sais pas sur le coup, mais je l'apprendrai, après, et en fait, elle a entendu un double souffle cardiaque très prononcé, qui n'était pas le souffle habituel, chez les nouveau-nés quand le canal artériel est pas fermé, ou un petit souffle bénin. C'était vraiment quelque chose de très, très, très prononcé qu'elle a entendu. Elle me le dit pas sur le coup, et donc 20 minutes après, un soignant vient me chercher. Il me dit: «Bonjour madame, bah, je viens vous chercher pour faire l'échographie, cardiaque de Pablo». Donc, et moi j'étais restée dans, les cardiopédiatres vont passer ou peut-être une échographie. Donc je dis: «Bah, OK, d'accord». Bah, je dis: «Dis donc, ça doit être calme aujourd'hui, quoi. Ils ont un créneau». C'était hyper rapide, mais aussi, vu que c'est ton deuxième, e je veux dire, tu t'es jamais de poser la question: «C'est bizarre, on n'a jamais fait ça avec ma première. Pourquoi on fait tout ça avec mon deuxième justement?» Bah, alors je me suis dit: «Oui», en fait, je me suis dit: «Il a pour moi». Il avait un petit souffle cardiaque, le petit souffle que beaucoup de nouveau-nés ont, et qui est anodin, et en fait, ils veulent être, sûrs. On va checker ça, et puis, on va aller faire l'échographie et ils vont nous dire, «C'est rien du tout, dans quelques jours, ça va se résoudre», ou c'est un petit souffle qui gardera, mais rien de qui est pas, la conséquence d'une pathologie. Moi, jamais, jamais, jamais. Je me suis vraiment dit, «Ils sont précautionneux», en fait, jusqu'à à ce moment-là. Donc du coup, ils viennent te chercher pour faire l'échographie, avec Pablo et puis toi, tu y vas, le cœur léger en te disant: «Voilà, ils vont faire le truc, mais c'est sûr et certain, il y a rien». C'est ça. Et comment ça se passe, l'examen? Alors l'examen, j'ai alors là, pour le coup, j'ai des brides de des souvenirs, marquants, mais surtout des émotions. En fait, j'arrive, je vois mon petit bébé, il était dans le berceau, et là, au début, il y a un interne, et ça dure, c'est très, 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 très long, mais c'était et long pour mon ressenti de maman et long pour de vrai. Parce que forcément, en fait, ce qu'on sait pas, c'est que quand, rien n'a été diagnostiqué en anténatal, il faut tout regarder dans les moindres détails, tout mesurer, chaque petite chose, comprendre, et puis, et en fait, elle arrive, elle me dit comment s'est passé l'accouchement, donc je lui raconte brièvement, voilà, que c'était difficile, la mauvaise couleur, tout ça, et puis, elle me dit: «Et du coup, en anténatal?» Bah, je dis: «Non, tout était parfait, mon classeur d'échographie est dans ma chambre de maternité, tout était parfait». «D'accord», et donc là, l'interne fait l'échographie, ça dure 20 minutes. Il parle pas, et je vois le médecin, qui est à son bureau, qui se lève, qui regarde, et là, qui à son tour fait une échographie. Moi, j'étais, assise, et en fait, là, à un moment, quand on arrive à plus d'une demi heure d'échographie, je me dis qu'en fait, ce qu'aurait dû être checké hyper vite, que c'était bénin, c'est plus bénin, plus simple, et puis, et donc je me dis en fait, je me dis juste: «Là, il y a autre chose». Et je sens un peu le plafond, comme si le plafond, en fait, se baissait et m'écrasait, 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 m'écrasait. Je fais que regarder mon bébé qui dort pendant tout l'examen, qui ne bouge pas, qui est tout calme, tout apaisé, beau comme tout, et à la fin, elle me regarde et elle me dit, alors là, j'ai pas beaucoup de souvenirs,
Le souvenir, c'est que je ne comprends pas un mot de ce qu'elle me dit. J'entends cardiopathie, j'entends le mot grave, j'entends le mot, opération, j'entends le mot, j'entends des mots et le mot grave qui revient 2 3 fois elle me dit et juste à la fin, «Madame» et je dis: «Oui» et elle me dit: «Est-ce que vous voulez que j'appelle, quelqu'un qui vous raccompagne à votre chambre?» et moi machinalement je dis: «Non, non, d'accord», et en fait je repars et je peine à marcher parce que je me souviens pas de chaque je me souviens pas des termes des phrases. Je me souviens qu'elle était très bienveillante mais de me prendre un tsunami, mais alors le plus gros de ma vie et remonter, peiner à marcher et au bout du couloir, voir la médecin qui, 1 heure avant a fait l'examen de Pablo, être au téléphone. Et en fait, elle me regarde, elle reste au téléphone et là, je la vois raccrocher et me fixer au elle était à, je sais pas, à 100 mètres. Et en fait, je comprends elle vient de raccrocher avec le médecin qui vient de faire l'échographie pour, tenir au courant. Moi, je peine, je rentre le berceau de Pablo où Pablo est dedans dans la chambre et là, je m'assois mais assaillie par, un truc, et du coup, le médecin m'a vue rentrer dans la chambre et vient me voir, la pédiatre qui, elle, l'avait examinée. Elle me dit: «Est-ce que vous avez compris madame Micallef?» et je lui dis: «Non, j'ai pas compris et puis j'ai pas mon conjoint et puis je sais pas ce qui se passe». Et là, elle prend le temps et en fait, je m'en souviendrai toute ma vie. Elle s'assoit à côté de moi sur le lit, elle me réexplique et elle m'explique, voilà, qu'il a une cardiopathie congénitale, que oui, c'est grave, mais qu'on vient de le voir, qu'il y a des solutions, qu'il va être suivi par une cardiopédiatre, que ça s'appelle la bicuspidie aortique, et je comprends quelques termes, mais je suis trop assaillie par, cette nouvelle-là qui me scie, en fait. Et moi, je pense qu'à une chose en plus, c'est à mon conjoint. C'est, comment je vais lui dire? Comment je vais lui dire? Comment je vais lui dire, en fait? Et qu'il faut qu'il soit là et pourquoi il est pas là et alors qu'il était juste avec ma fille et il avait prévu de venir nous chercher et il avait été la chercher à l'école. Et donc je l'appelle et je lui dis: «Bah, viens tout de suite». Il me dit: «Mais qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas». Je lui dis: «Je ne te dirai rien au téléphone, je te demande juste de venir vite, prends pas de risques, ça sert à rien, mais viens» et entre 2 larmes. Et donc il arrive et là, moi, c'est à moi de lui faire une annonce sur quelque chose que j'ai pas tout compris. Je lui dis juste: «Bah, en fait» parce que lui, il comprend pas. Lui, il est parti à midi, juste avant que le médecin passe. On allait faire Tout nos allait affaires bien à ce chez moment-là. nous, Ouais, c'est tout ça. allait bien. Exactement. Et là, en fait, je lui dis: «Bah, le médecin est venu, ça va pas, on allait faire une échographie et en fait, il a une cardiopathie». Il me dit: «Je C'est quoi?» Je lui dis: «Bah, son cœur est malade. Son cœur est malade et on m'a dit que c'était grave». Mais et en fait, bah, là et là on rentre, moi je coupe, je stoppe, donc je veux plus de visite, je veux plus voir personne et on se met tous les 4, parce que ma fille du coup était là avec nous et moi je me mets dans un tourbillon quoi, d'émotions. Oui, ce qui est compréhensible. Enfin, j'imagine que le traumatisme est tellement grand qu'en fait, on a du mal à reprendre pied, voilà quoi, tout de suite après avoir appris, un truc aussi énorme et du coup, quand toi donc tu veux dire que c'est vraiment toi qui as dû annoncer la nouvelle à ton conjoint et en plus de ça, votre fille était du coup aussi présente quand tu lui as dit, quoi? Elle avait quel âge ta fille, Alors elle avait, 3 ans. En vrai sur le coup, c'est pas là vraiment donc on lui a enfin, on était, allez hop, elle regardait, Pablo, elle était hyper, elle était dans sa bulle. Alors je pense qu'elle a ressenti des choses et on s'est mis dans un coin de la chambre, mais après moi j'ai vraiment fait, en arrivant à la maison, donc le lendemain, on a pu quand même sortir, et je lui ai refait vraiment une annonce à ma fille Alba. J'ai vraiment pris le temps avec des mots adaptés à elle, en lui disant que voilà, son petit frère, son petit cœur, il était malade, et que, il fallait qu'on le repare, mais que là, il allait bien, qu'on était à la maison, que maman, elle lui expliqueront tout. Je vais toujours parler à ma fille.
toujours, toujours, toujours. Alors, peut-être que j'avais pas les bons mots, mais en tout cas, j'ai essayé avec des mots qui venaient le plus naturellement possible et surtout, dès qu'elle avait des questions, heu et je voyais que ça lui travaillait parce que des fois, on faisait, la cuisine ou elle était dans le bain et hop, elle me reparlait de son frère, «Et du coup, tu veux aller à l'hôpital?» Et je voyais bien que ça cheminait et donc avec mon conjoint pour juste revenir sur l'annonce, donc moi je lui ai dit et en fait moi la médecin, la pas la cardiologue, mais la pédiatre en revenant me voir comme j'étais un peu en boucle, dormait mon conjoint et mon conjoint, elle m'a dit: «Si vous souhaitez, demain matin, on pourra redemander je pourrais demander à l'interne de cardiologie de revenir et puis, parler avec votre conjoint» et moi j'ai dit: «Ah oui, 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 oui». Et en fait, ils ont été super parce que donc le lendemain, donc la pédiatre, c'était la même, elle est venue nous voir et je lui ai dit: «Bah, en fait, on veut la revoir» et en fait, c'est la cardiopédiatre qui directement est montée dans notre chambre et est restée, en toute honnêteté, au moins 40 minutes avec nous et là, on va dire que pour moi, en fait, la vraie annonce, c'est ce moment-là où il y a que mon conjoint, moi et Pablo dans la chambre. Ma fille, elle était donc c'était le matin, elle était à l'école et en fait, on avait, comme tout était flou, on avait noté des petites questions et elle avait pris le temps, elle nous a fait un c'est bête, hein, mais elle nous a fait un schéma. Elle nous a montré qu'est-ce qui était malade pour qu'on comprenne. Elle nous a parlé de toutes les éventualités. Elle nous a tout expliqué et répondu à toutes nos questions et là, il y avait mon conjoint et moi et c'était là vraiment que c'était la vraie annonce. Sur ça, rien à dire. Et du coup, pour les personnes qui écoutent le podcast et qui ne savent pas ce que c'est la pathologie, est-ce que tu ou dont moi-même, hein, je n'ai jamais entendu ce nom. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, ce que Pablo il a en plus concret et justement, peut-être la façon dont elle vous a expliqué, la cardiopédiatre? Bien sûr, alors, en fait, la bicuspidie aortique, c'est donc on parle d'une, valve qui est malade. Donc le cœur, il est composé, de ventricules et d'oreillettes et de valves reliées, les oreillettes aux ventricules et aux grosses artères ou aux veines. Donc le cœur, il pompe le sang qui est pas oxygéné et il l'oxygène. Quand le sang, il est bien oxygéné, il part dans l'aorte. L'aorte, c'est la plus grosse des artères qui donne tout le bon sang, qui est bien oxygéné, qui est bon et qui va l'aorte, elle va le donner au poumon, qui va ensuite le donner à tout au cerveau. C'est vraiment la plus grosse artère qu'on a. Pablo, lui, ce qui est malade, c'est la valve aortique. Ça veut dire que tout le sang qui était bien oxygéné dans le sang, elle devait passer par cette valve aortique pour ensuite aller dans l'aorte et sauf que cette valve-là, elle a 2 malformations pour Pablo. La première, c'est que au lieu qu'elle s'ouvre en 3, donc hop, ça s'ouvre, en 3 la lumière pour faire une belle ouverture pour que tout le sang passe. Il y avait que 2 petites ou 2 ouvertures, ça s'ouvrait qu'en 2. Ça, c'est assez courant chez pas mal de personnes et il y en a même qui vivent avec, qui ont une bicuspidie de l'aorte et c'est pas grave. La valve, elle marche très bien et il faut juste une surveillance chez un cardiologue annuellement. Mais nous, ça se serait arrêté là, c'était bien, mais le souci, c'est que il a fait une des complications de la bicuspidie aortique, donc la valve qui est formée qu'en 2, donc pour ça bicuspidie aortique à valve aortique, et qu'elle se sténosait. Donc la sténose, faut s'imaginer, c'est ça se bouche en fait. C'est comme un gros tuyau et en fait, plus ça va dans le temps, plus ça se rétrécit, ça se rétrécit, ça se rétrécit. Donc elle s'ouvrait pas en 3 mais qu'en 2 et en plus, elle se refermait. Donc ça veut dire que le cœur avait de plus en plus de mal à éjecter le sang dans l'aorte et donc dans les organes, le bon sang oxygéné. Là, et lui, c'est allé très vite. Ça veut dire que la sténose a été minime. Elle était quand même présente à la naissance, mais elle a, très vite évolué. Elle s'est très vite, accentuée, si vous préférez. Et du coup, c'est peut-être aussi pour ça qu'il était, bicolore, quand il est né, je pense? Oui, c'est c'est peut-être ça aussi, peut-être aussi en lien avec l'accouchement,
Il y a peut-être un lien, oui, 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 je pense que les 2 combinés, tout à fait. Et après, qu'est-ce qu'elle vous a, dit en plus, cette, cardiopédiatre pour, bah, vous proposer des solutions face à cette pathologie méconnue? Elle vous dit ce que c'est la suite? Ouais, elle vous propose. Enfin, est-ce que vous savez ce qui vous attend pour la suite pour Pablo? C'est un peu orienté? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les cardiopathies, alors moi je parle, surtout chez les enfants, mais je fais pas une généralité, c'est que justement, on peut pas faire de généralité. C'est qu'en fait, elle va sans arrêt nous dire que, on va, voir comment ça évolue. Alors ça, c'est en fait, faut vraiment partir dès le début que, on ne saura pas, en fait. Elle nous dit, «Sachez que je vais le surveiller de près, il aura des échographies très régulièrement». Donc nous, on pouvait pas faire plus rapproché, hein, c'était une par semaine, une tous les 10 jours. C'est très, 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 très rapproché. Pour ceux qui savent pas, c'est vraiment, on peut pas faire plus rapproché que hebdomadaire, une échographie. Donc elle a dit, parce qu'il va grand et justement, elle nous explique qu'il va grandir, son cœur va voilà, c'est là qu'on va voir après la naissance comment ça va évoluer. C'est là que ça peut évoluer vite. En fait, elle nous dit les 3 options. Elle nous dit soit, ça va se stabiliser, donc ça va rester en sténose, enfin bicuspidie sténosante, mais là comme c'est, on tolère. Soit, et ça reste, ça peut rester comme ça. Soit, ça peut un peu évoluer puis restagner. Des fois, ça peut elle dit: «C'est très, très rare, mais ça peut même s'améliorer» et le troisième versant, c'est, la douleur augmente. Elle m'a dit: «Mais ça, on verra chaque chose en son temps, comment ça évolue». Parce que je peux p enfin, il y a tellement de manières que ça évolue différemment qu'elle nous préserve et quand même, elle nous dit et nous mais parce que nous, on est en attente de réponse, on me dit: «Oui, mais on part toujours quand enfin pas le plus pessimiste possible, mais parce que justement, on voulait pas du tout être, nous, on était hyper, on était tellement dans: «Bah non, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui nous arrive?» qu'on se disait, ça va aller, c'est sûr, c'est obligé que ça aille». Donc mais on est humain et on avait quand même envie de savoir et donc elle nous dit: «Bah là, c'est, des opérations qui se font que, sur Paris, heu, que dans l'hôpital et voilà, je vous en parlerai, de cette intervention en temps voulu s'il doit y avoir, mais en tout cas, moi, je m'occuperai de tout, je serai le lien et on va déjà voir comment il grandit. Je vous revois dans une semaine ou 10 jours» et à chaque fois, elle nous dit s'il y a le moindre, vous voyez, la moindre différence sur Pablo, consultez. Donc différence, ça veut dire il mange plus, il dort, plus que la normale, enfin, il se réveille pas pour réclamer à manger et il est essoufflé. Elle nous dit: «Ces 3 choses-là, ça doit vous alerter et vous devez consulter» et elle dit: «Sinon, on voit tous les 10 jours. Si ça passera, mais sinon on va sur tous les 10 jours». Bah, un peu comme tous les symptômes, ou quand on est malade un peu du cœur, j'ai envie de dire. Mais du coup, le pronostic vital de Pablo, en fin de compte, ça va, il était pas vraiment engagé, à ce moment-là? Non, non, ah non, 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 non. C'est pour ça d'ailleurs qu'il en fait, nous on avait cette inquiétude-là et il nous rassurait en nous disant, hem, «Vous savez, enfin rassurez-vous, si, on vous laisserait pas rentrer à votre domicile, si, ça serait pas possible. On prend pas d s'il y avait le moindre doute. Si vous, vous avez le moindre doute et ça peut, c'est complètement envisageable, vous consultez, mais nous, au stade actuel où il y a aucune contre-indication que vous soyez chez vous. Donc à ce moment-là, on se dit: «On va être surveillé de près, il a une cardiopathie, mais on est entre de bonnes mains». En fait, on se dit ça. Et du coup, je pense que, enfin, vous êtes rentrés et comment, en tant que parent, bon, vous êtes déjà parent d'une grande fille, mais comment, en tant que parent, on gère, un petit bébé qui ne parle pas et qui est malade du cœur? Comment on gère ça en tant que parent? Oui, alors, bah, ça a été, très, 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 très compliqué pour moi, bah, c'est-à-dire que la journée, ça allait. Est-ce que j'étais,
Bah, il était tout le temps avec moi dans le salon, dans un petit couffin, beaucoup, en peau à peau, beaucoup, en portage, et puis, c'est notre enfant, on commence à apprendre à se connaître, à le connaître, donc moi il et d'ailleurs les peu de gens qui venaient le voir nous disaient: «Bah, oui, c'est un petit bébé, comme n'importe quel autre bébé», et de fait, c'était la limite, c'était plus compliqué pour, surtout en tant que parent. Alors moi j'allaitais, donc j'avais un système de lit en cododo, mais donc c'est simple en fait, je n'ai plus, dormi du tout, heu, pendant de longues, semaines, mois, on va dire. Est-ce que en fait je mettais, sans arrêt ma main, sur son ventre et je pour, voir qu'il respire en fait, hein, soit je l'allaitais ou soit je le reposais. Alors des fois je somnolais et je me vois me réveiller en sursaut en me disant: «Mince, je me suis endormie». Lui, hein, on veut dire qu'il dormait très profondément, mais très bien, et mais parce que je ne sentais plus, enfin comme je m'étais endormie, ma main se levait plus, donc alors que lui il respirait. Et j'étais dans ce truc, donc hop, je remettais ma main tout le temps sur lui. Donc il y a une espèce d'hypervigilance constante et de ouais, de comment dire? D'angoisse aussi, parce que c'est ça aussi, c'est la peur et Oui, l'angoisse de tout à il se fait. passe si je loupe quelque chose, s'il se passe un truc pendant que moi je dors, enfin, ouais, il y a tout ça. Comment tu survis? Je préfère dire survie parce qu'à ce moment-là, c'est compliqué. Tu dors pas, donc tu viens de faire quand même toi aussi un accouchement qui a duré, de longues heures, donc je sais pas comment tu arrives à quand même continuer? Je pense, mais c'est exactement ça, c'est un peu en mode, survie. Moi, des souvenirs que j'ai, c'est vraiment d'être, un peu un robot, hein, de d'être, ouais, un peu en mode machine, et avec des moments de ma tête où je me disais, «Profite de ces moments avec ton nouveau-né, parce que ça passe vite», et mon deuxième dernier enfant, donc je voulais profiter de chaque moment, mais j'avais ce truc-là qui m'empêchait un peu de profiter, parce qu'en fait, dès que je laissais mon cœur un peu parler, ou mon esprit, j'avais beaucoup d'émotions qui remontaient, plus le postpartum, plus tout ça. Donc j'étais plus en mode robot, et quand même on va dire au bout d'un mois, ouais, 1 mois, à peine 1 mois et demi, enfin 1 semaine avant qu'il se fasse opérer, là j'ai fait, vraiment pour la première fois de ma vie, une très, très, très grosse crise d'angoisse, hein, pas, la petite crise d'angoisse où on est un peu paniqué, non, quelque chose de très violent. Il m'a emmenée du coup, à être obligée de consulter mon médecin, et en voyant dans l'état où j'étais, heu, 1 mois et demi sans dormir, un nouveau-né, un état émotionnel, bancal, m'a mise, du coup un traitement qui était compatible avec l'allaitement, parce que, bah, je j'arrivais plus, du tout à tenir le choc, et voilà, ça a été obligé. Après, c'est mon expérience personnelle à moi, mais moi, je suis quelqu'un, en fait, heu, qui ait du mal à m'écouter, d'autant plus pour mes enfants. Moi, c'était eux en priorité, donc j'attendais, 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 et à un moment, mon corps, ma tête, enfin, je sais pas qui a parlé en premier entre mon corps ou mon esprit, mais a dit: «Stop, faut, au moins, dormir». Alors la journée, j'avais quand même, en fait, ça allait si j'avais du monde qui venait la journée, ma maman, ma belle-maman, enfin mes proches, et qu'ils restaient, dans mon salon, par exemple, avec Pablo, et en fait, à partir du moment où je savais qu'il y avait quelqu'un qui était avec lui, en pleine journée, bah, moi, je pouvais aller, 2 heures me poser. Enfin, j'ai dû le faire 4, 5 fois ça, mais pas beaucoup, mais ça, j'y arrivais. Mais sinon, oui, c'était difficile. C'était très, très difficile. On va pas se mentir que même avec un bébé qui n'a aucun souci de santé, le postpartum n'est jamais vraiment facile. Donc avec toutes les circonstances, que tu as accumulées en plus de ça, heu, on comprend vraiment qu'au bout d'un moment le corps ou comme tu disais, le corps ou le mental, on sait pas, mais enfin les 2 lâchent quoi pour nous dire, «C'est plus possible, on a poussé les limites jusque là où on pouvait et après on peut pas». Et du coup, c'était à peu près, les échographies, du coup, hebdomadaires, c'était, heu, comme tu disais 1 mois et demi de d'échographie ou tu as dû l'emmener,
toutes les semaines? Oui, c'est ça, alors, en fait, tous les 10 jours, on faisait cette échographie, et on voyait bien que, bah, plus ça allait, plus elle nous parlait d'une intervention et ça, allait pas dans le sens, où ça stagnait, oui, mais plutôt dans le mauvais versant où la sténose évoluait et donc bah, je m'en souviendrai, hein, j'ai mon conjoint était en déplacement professionnel à ce moment-là, donc c'est ma maman, qui m'a accompagnée et en fait, ça a été, parce que je pense que quelqu'un d'extérieur, dès le rendez-vous d'avant, se serait dit: «Oui, bah, de toute façon, c'est sûr». Alors moi, je m'attendais pas à ce que dès la semaine d'après, ça soit aussi proche, mais ça a évolué, hein, on pouvait pas jamais anticiper. Mais bon, on est arrivé, là, elle nous a dit: «Bah, on est au stade, de la sténose, maximum, on ne peut plus attendre. Il faut, aller à Paris intervenir». Donc c'était un mercredi, vers 16h30, 17h. Elle me dit: «Là, on est en fin de journée, j'appelle dès demain, l'hôpital de Paris pour, leur, envoyer toutes les échographies, leur parler de tableau. Je vous recontacte, dans la soirée, jeudi soir, donc le lendemain, 24 heures après ou maximum vendredi» et ce qu'elle a fait et donc du coup, mon conjoint est arrivé du coup dans la nuit, hein, qu'après le rendez-vous, hein, le mercredi, soir. Moi, j'étais entourée il y avait beaucoup d'amis et ma famille proche, un petit comité, mais j'avais du monde avec moi et je me souviens que, j'arrêtais pas de me dire que c'était pas possible, que je pouvais pas, que j'y arriverais pas, que je pouvais pas emmener mon bébé se faire opérer. Parce que forcément, elle nous avait un petit peu enfin, elle est formidable, notre cardiopédiatre. Elle, trouve toujours les bons mots et la bonne manière de le dire avec toujours de la bienveillance et mais elle cache rien. De toute façon, ils peuvent pas, mais je sais pas comment vous dire, mais enfin, on savait que ça allait être à cœur ouvert, qu'ils allaient devoir arrêter son cœur pendant plusieurs heures, que ça allait être une machine, donc une circulation extracorporelle qui allait, heu, faire circuler son cœur pendant qu'on allait réparer sa valve. Tout ça, voilà, on savait, mais moi, je l'entendais pas en tant que maman, en fait. Je Et donc du coup, le jeudi soir, elle m'appelle, elle prend des nouvelles de Pablo et elle me dit: «Bah, voilà, j'ai eu un retour, ça a été très vite, mardi, matin, enfin mardi midi, vous devez être à l'hôpital à Paris». Donc en fait, on avait, 3 jours pour s'organiser. Donc c'était pas de l'urgence vitale, ça pouvait pas, attendre, 1 semaine de plus. Mais du coup, les événements s'enchaînent quand même super rapidement. Entre le moment où le mercredi, on te dit ça, le jeudi, ton conjoint, rentre, enfin pour être, à vos côtés et puis, bah, voilà 2 jours plus tard, vous savez que dans 3 jours, c'est acté, l'opération a lieu et que voilà, il faut prendre ses C'est dispositions. ça. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs de quelle, région tu viens, vu que l'opération se fait à Paris, comme ça on s'imagine quand même qu'il y a aussi ça à prendre en compte. Je trouve que c'est important parce que tu as une fille aînée et que, ben, il faut faire des déplacements qui sont quand même, relativement, loin. Donc est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'organise, une fois que tu sais que la date est actée? Oui, alors donc du coup, moi, j'habite, près de Caen. Caen, c'est dans le Calvados, c'est en Normandie. Donc on est à alors je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est à 2 heures et demie, 3 heures à peu près, ouais, 3 petites heures. De l'hôpital là où il va être, opéré, hein, Oui, c'est ça? oui, Ouais. ouais, c'est ça. En termes d'organisation, bah, ça va très, très vite. Moi, j'appelle, dès le vendredi matin, je reçois tout le dossier par mail pour de l'administratif et donc des numéros à contacter pour se loger. Sauf que forcément, bah, 3 jours avant, il faut savoir qu'il y a des enfants qui sont opérés. C'est prévu,
avant qu'ils naissent, pour des opérations qui doivent se faire à naissance et on les déclenche pour qu'ils faut savoir que cet hôpital-là c'est un hôpital de référence, donc on vient de partout dans le monde, si je puis me permettre, de toutes les DOM-TOM, heu, donc il est très innovateur, donc et plus, plein d'enfants qui viennent de France, donc bah, moi, en appelant, 3 jours avant: «Bonjour, il vous reste une chambre?» «Ah bah non madame, c'est complet depuis des mois». «D'accord». Donc on me dit que j'aurai un lit quand il sera dans le service, classique, mais quand, alors au début ça non, je le sais pas, qu'en réanimation, j'ai pas de je peux pas rester. Je le sais pas, je vous dis des bêtises. Donc en fait, mais mon conjoint, on voulait être tous les 2 présents pour Pablo. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réservé un hôtel, qui du coup, bah, après va coûter des sous. Puis dans la précipitation et l'émotion, on a réservé quelque chose qui, nous convenait pas du tout, mais fait, on n'avait pas lu tout et c'était une colocation. Donc c'est pas l'idéal quand c'est anecdotique ça, hein. Alors, peut-être que c'est anecdotique, mais moi je trouve que c'est quand même enfin, que ça compte quand même dans les circonstances dans lesquelles vous êtes. En fait, vous devez chercher un logement par vous-même, vous savez que ça va être compliqué émotionnellement pour vous et que vous avez besoin d'être présent pour votre fils à ce moment-là et que, bah, moi je comprends, hein, qu'on ne prenne pas du temps à chercher lequel est le meilleur, enfin voilà, quand on s'en fout. On C'est veut pas juste un voilà, truc c'est pas des vacances, pour, exactement. on veut juste un truc pour Très dormir, si besoin voilà, c'est ça. et être, le plus près possible, je pense, de l'hôpital, quoi. Exactement. Et c'est la priorité, c'est ça. Donc, je comprends qu'on se prenne pas la tête et que bon, voilà. Mais, je pense que c'est aussi important de dire que du coup, ben, zut, on n'avait pas vu, mais c'était la colocation et zut, c'est pour le coup là, ça matche pas trop, quoi. Voilà, ça matche pas trop et mais on se dit que voilà, de toute façon, il y a que Antoine, mon conjoint qui y sera. Il m'a dit: «Moi j'y serai de toute façon, ça sera juste pour prendre une douche et 22:00, 7:00 du matin. Enfin, je serai non-stop avec vous, donc il me faut juste un lit et une douche». Bon, heu, si je peux donner un conseil, regardez quand même les photos, faites pas comme nous, parce on s'est retrouvés dans une colocation avec un logement hyper insalubre, enfin et clairement envoyer des mails en disant: «Bah, c'est pas possible, la douche marchait pas, il y avait pas d'eau chaude». Enfin, pourtant, c'était quand même quelque chose qui nous a coûté beaucoup de sous pour, 1 semaine donc bon voilà, on a trouvé des solutions, hein. On se douchait à l'hôpital, il y avait des douches, pour les parents et voilà, je tiens à signaler quand même qu'ils font les choses très bien. Il y a plein de logements, mais pour le coup, quand c'est en urgence, bah, voilà, ça se passe pas pour tout le monde, comme ça et les gens souvent ont quand même au moins 15 jours et nous, ça a pas été le cas, mais dans le cas de Pablo, hein, c'était comme ça. Mais voilà, oui, tout ça s'organise et du coup, là, vraiment, on prend vraiment moi, je sais que j'ai 2 jours pour parler à ma fille parce que ça va être aussi notre première re longue séparation, au moins une semaine. Donc ça tombait pendant les vacances de la Toussaint et donc je me prends vraiment ces 2 jours-là, ce week-end-là. D'ailleurs, c'est les seuls moments où un peu je respire, quoi, j'ai l'impression pour, faire des choses avec elle, faire des petites balades et lui expliquer que voilà, papa, maman et Pablo, ils vont partir et que comme je lui ai dit depuis le début, le cœur de Pablo, il est malade et qu'on va aller, le réparer et donc je prends vraiment ce temps-là, excusez-moi, pour, vraiment lui parler et lui dire que même si on part une semaine et qu'on va revenir et qu'il va être en pleine forme et je lui dis que voilà, ça va être difficile, mais qu'elle va être super bien et moi, en parallèle de ces 2 jours-là, on s'organise avec mon conjoint pour qu'elle manque de rien, même si on est hyper entourés et on a cette chance. Moi, j'ai, ma maman et donc la maman de mon conjoint, donc ma belle-mère qui, ont tout de suite posé, des congés, sont allées voir, enfin, on fait plein de choses, enfin, sont allées voir chacune leur directeur, de leur entreprise pour dire: «Voilà, il me faut 3 jours». Donc elles se sont coupées la semaine en 2
et après elles ont dit: «On verra». Donc voilà, c'était ma maman qui commençait et ma belle-mère qui prenait le relais pour que moi les 7 jours, elle soit, dans des cadres où elle a l'habitude d'aller, où elle est bien avec ses 2 mamies et en plus, en parallèle, j'avais mes amis, nos amis avec mon conjoint qui passaient la voir pour, l'emmener 1 heure au parc ou faire 1 heure de gommette. Mais pour lui changer d'idée, moi, c'était les vacances, donc elle a pu faire plein de trucs, aller dans plein de choses ouvertes, les vacances d'Halloween, donc heu, en tout cas, la semaine pour elle s'était très bien passée, mais j'avais ça aussi, on avait ça aussi à organiser. Et en tant que maman aussi, je comprends que ce soit super important de savoir que son autre enfant est bien parce que ça nous permet aussi intérieurement d'être plus disponible pour le reste, quoi. Même si je comprends qu'il puisse y avoir tout de même un soupçon de culpabilité ou alors qu'on n'y est pour rien, hein, je dis pas, mais c'est des émotions qu'on ressent quand même, même si on sait que qu'ils sont bien et tout, mais c'est important de aussi de prévoir tout ça pour qu'on soit plus disponible pour affronter, les autres événements auxquels tu as dû faire face, quoi. C'était vraiment hyper important pour nous et après chaque c'est propre à chaque couple et peut-être que certains, se seraient dit, «Bah, moi je reste avec la grande, je viens te voir au bout de 2 jours à Paris» ou et en fait là pour le coup nous très vite ça a été, alors, Heu, mon conjoint et moi, on se sentait d'être avec Pablo. Enfin, on disait: «Voilà, notre fille, elle est bien, elle a un bon équilibre et si on lui parle, qu'on lui explique les choses» et en fait, on savait que 3 jours avec une mamie, 3 jours avec l'autre mamie, hyper occupée, elle allait même pas se rendre compte de notre absence tous les 2 et nous, à contrario, on avait besoin d'être tous les 3. Enfin, tous les 2 et voilà. Mais je il y en a, bah, ils ont pas le choix, ils ont d'autres enfants, ils ont pas de famille et il y avait des parents, seuls, à l'hôpital parce que l'autre parent, était avec les plus grands. Donc nous, pour ça aussi, on a eu, cette chance-là d'avoir beaucoup de familles et d'amis présents. Et justement, est-ce qu'on peut savoir l'âge de Pablo à ce moment-là quand, vous allez à Paris, tous les 3? Il a, un tout petit peu plus d'1 mois et demi. Il est né le 2 septembre et son intervention, c'est le 26 octobre. Donc 1 mois 3/4. Il avait pas encore 2 mois. Ouais, c'est tout, tout, tout petit, tout jeune. C'est tout petit. Comment se déroule l'opération? Combien de temps elle dure? Comment elle se passe? Et l'autre question, c'est qu'est-ce que vous faites pendant l'opération? Parce que ça, c'est souvent les moments les plus longs, l'attente. Oui, alors, du coup, juste par rapport à revenir sur l'attente pendant l'intervention, quand j'avais vu mon médecin, traitant, 10 jours avant qu'il se fasse opérer, que je lui avais dit, il m'avait donné un très bon conseil que j'ai appliqué et que je souhaite donner à tous les parents. C'est tout bête, alors quand il me l'a dit, je lui ai dit: «Mais complètement fou de me dire ça» et en fait, il avait tellement raison, sortir de l'hôpital. Ne restez pas à l'hôpital, en attendant. Vraiment, c'est le meilleur conseil. Si je peux donner un conseil pendant l'intervention, vraiment, je parle de l'intervention quand elle a lieu, ne restez pas dans les murs. Vraiment, partez, allez, dans un café, allez, dans un parc, allez dans un centre commercial, allez, mais en dehors des murs de l'hôpital. Il m'avait dit ça. Alors sur le coup, j'avais pas bien compris. Je me suis dit: «Oui», m'a dit, «Ici, doivent m'appeler». Il m'a dit: «Mais ton téléphone, tu l'as avec toi, il est en sonnerie». Bien sûr, on n'allait pas aller à 40 minutes, prendre plein de bouchons parisiens et mais de vraiment, limite même plus voir l'hôpital, en fait. Voilà. Donc moi, il m'avait donné ce conseil-là et moi, je me projetais pas trop encore, j'allais voir au moment venu comment ça allait se passer et donc du coup, comment ça se passe? Donc en fait, on est convoqués donc le mardi pour une intervention, c'est tout le temps comme ça. L'intervention, elle a lieu, 2 jours après, enfin le jeudi matin à 8 heures. Parce que, il faut pendant, 1 à 2 journées avant, faire tous les examens au sein de l'hôpital où il va être opéré. Même s'ils ont tout reçu en amont, ce qui a été fait nous dans notre hôpital, périphérique, on va dire.
Là, donc on arrive, elle est installée dans notre chambre, où, il va passer la nuit, donc les 2 nuits avant la partition. Avec moi, j'ai mon lit accompagnant, on s'enchaîne très vite, tous les examens, donc des prises de sang, on va, faire, une radiographie, on fait une grosse échographie aussi, de nouveau pour vraiment avoir la dernière à jour. On rencontre le médecin anesthésiste qui nous expose tous les risques, heu et donc tout ça se combine de, 14 h à, 18 h, on va dire, et le lendemain, quelques derniers examens de routine et heu et en fait, on nous dit: «Bah, voilà, là, pour l'instant, il est prévu en première place. Ça se peut que c'est une énorme urgence vitale qui arrive dans la nuit, ça décale un peu, mais donc moi, il doit être à jeun du coup à, 3 h du matin, donc je me souviendrai tout très bien, il était, surveillé avec un appareil et donc ça m'a fait mal au cœur, mais j'avais pas le choix. Je me suis dit, si je le réveille pas, il avait pété à 00:30 et je me dis: «Bah non, mais j'ai pas le choix parce que là, si je le réveille pas, il va jamais tenir jusqu'à 8 h, sans manger», donc à 2 h 45, on a fait, la dernière, tétée, gros câlin et puis, après, je l'ai reposé, il s'est rendormi et il a été adorable et le matin, mes filles arrivent à 7 h 30 dans la chambre et elles me disent: «Bah, voilà, on fait un gros bain hyper, hyper, minutieux». Il faut qu'il soit vraiment stérile, c'est-à-dire que c'est on le baigne et qu'il refait pipi quand on le sort du bain, on recommence tout à zéro. Faut vraiment, qu'il ait une couche propre. C'est vraiment, bien se laver les mains, on porte des masques, des blouses, faut vraiment qu'ils soient propres, propres, les ongles, il m'avait demandé de bien les couper, correctement. Voilà, il y a toute cette hygiène-là qui est très importante en cardiologie, hein, en cardiopède et cardiologie tout court. Heu et heu et on a le droit de lui laisser, un petit doudou, pour qu'il parte avec, sa tétine, son doudou et là on attend et à 7 h 45, un brancardier vient nous chercher pour nous emmener du coup au bloc, pour l'accompagner et là, moi, ça a été, bah, voilà, je me souviens très bien de l'ascenseur qui s'ouvre et les portes du bloc et qui nous disent, «Bah, là, faut lui faire, un bisou» et en tant que parent, quand on sait ce qui arrive après, c'est difficile. C'est difficile parce que, on se le dit pas, c'est inhumain de se dire, «C'est pas le dernier bisou, c'est impossible, c'est, je te revois tout à l'heure et tu» mais on a ce truc qui nous traverse dans notre esprit, en fait, c'est pas humain de se dire que, même si c'est pour le réparer, mais qu'on va arrêter son petit cœur, en fait. Parce que c'est la réalité. Alors c'est des machines innovantes, mais le vrai truc, c'est voilà, et ces machines-là vont prendre le relais et je le remets entre des mains, que je ne connais pas et voilà et si la veille, on avait rencontré quand même le chirurgien parce qu'on avait demandé, hein, sinon il passe pas de manière systématique. C'est quelqu'un de vraiment qui a un gros, gros planning et du coup ça, ma cardiopédiatre m'avait bien prévenu que si je voulais le voir, fallait que je lui demande de le rencontrer. Donc j'avais demandé à sa secrétaire et il était venu nous voir, 5 minutes, mais au moins on avait mis un visage. Donc là, ça a été difficile et ensuite, on en avait pour, au minimum 4 heures d'intervention, grand minimum, 4 à 5 heures et c'était surtout l'installation, tout ça qui était longue, et qu'on allait nous recontacter, en fait. Mais donc là, nous, on se regarde, on va dehors, on va devant l'hôpital, on prend un café. On avait rien dans le ventre depuis, plusieurs heures maintenant et on se dit et là, nous vient la question, on se regarde, on fait quoi? On fait quoi pendant 5 heures, en fait? Et en fait, je repense à cette phrase anodine qu'il m'avait dit, mon médecin, et je lui dis: «Bah, on va qu'on aille se balader». Et en fait, on prend la voiture, bah, alors sans trop savoir où on va, jusqu'à un peu, il faisait pas très beau, donc on se dit: «Bon, bah, on prend le premier centre commercial et on marche, en fait».
On marche, on marche, on marche. J'appelle ma fille, je pleure, je pleure avec ma mère, mais je le montre pas à ma fille et on marche, on marche, on marche et à 13h du coup, on retourne à l'hôpital, d'abord dans le service qu'on n'avait pas été encore appelé. On essaye d'avoir des nouvelles, mais ils disent: «Bah non, faut voir avec la réanimation, cardio-pédiatrique». OK, donc on dit qu'on était plus, notre chambre avait été déjà redonnée. On avait dû enlever nos affaires, il y a un gros turnover et donc on se dirige vers les portes, d'entrée pour aller à la réa, puis on attend au moins une demi heure, 45 minutes et je vous promets que les 45 minutes qu'on a attendues devant les portes de la réanimation, c'était les plus longues que les 5 heures qu'on avait vécues à marcher, en fait, en dehors de l'hôpital. 5 heures, c'est pas du tout passé vite, hein, pas du tout, du tout, du tout et ces 45 minutes que, bah, forcément, bah, enfin, c'est pas qu'il y avait eu du retard, mais ils nous ont dit, «Il vient seulement d'arriver en réanimation, il faut encore qu'on l'installe, que les médecins le voient, les réanimateurs, tout ça, faut qu'il ait une radio», et donc du coup, là, enfin, on nous dit, «Bon, par contre, vous avez que 20 minutes». Donc moi, je me dis: «C'est le jour de l'intervention, on n'a que 20 minutes avec notre enfant» et donc ça, moi, on me l'avait dit la veille dans le service, mais je l'avais pas trop entendu. J'avais dit: «Oui, d'accord, bien sûr». Et de fait, on avait que 20 minutes. C'est juste inentendable, enfin, qu'on avait laissé, son bébé pour cette petite intervention quand même pas 2 mois et donc on arrive, dans cette chambre de réanimation donc faut savoir qu'il est, bah, intubé, ventilé, on a du mal à le reconnaître, il a les 2 mains attachées, il a des cathéters dans le cou, il a 2 gros, drains qui sortent, de du thorax, voilà, une, très grande cicatrice. Sur un tout petit bébé, ça fait grand, en fait et comme un humain, chez un humain, ça fait on a l'impression que c'est tout le bah, un bébé, c'est pareil, c'est proportionnel, c'est très grand. Beaucoup, beaucoup de fils, que des machines qui bipent et là, bah, on fait face, quoi. Faut qu'on fasse face, faut qu'on reste debout et on se dit enfin, moi, je me dis, «Faut que je tienne sur mes jambes. Faut que je reste debout et il a besoin de moi. Il a besoin de moi donc tout de suite, moi, je vais le voir, même s'il est dans le coma, enfin, j'aime pas ce terme-là, mais même si, il est, voilà, endormi, bah, je lui parle beaucoup. Enfin, je lui ai toujours parlé à Pablo. Je lui dis: «Voilà, je on est là, on est tous les 2 là, c'est terminé, ça va aller», voilà et après, il faut savoir que on est suivi, quand même donc là, on a eu une infirmière qui nous a laissé une faveur, c'est-à-dire qu'on est resté 1 h 30 et donc à 16h, du coup, on est rentré à 14h30. À 16h, on a dû partir. On nous a dit: «Voilà, en fait, ils mettent tout le temps derrière leur protocole de service et donc du coup, fallait qu'on c'était comme ça, c'est 20 minutes le jour et après c'est que des horaires de visite. Il y a pas le droit de rester en réanimation. C'est 13h-19h, 6 heures sur 24 heures. Mais c'est une réanimation uniquement pour, pédiatrique là? Ou c'est une réa, pour tout confondu? Heu, c'est une grosse réa si je dis pas de bêtises, il y a 4 unités, 2 unités adultes, 2 unités enfants. Donc nous, on était vraiment en réanimation, cardiologie, pédiatrie. Mais il y a pas de enfin, dans leur protocole, c'est pas pris en compte que, bah, quand c'est des enfants, ils ont peut-être aussi besoin de je Ah sais bah pas, non, d'avoir non, à là, on était nous dans proximité notre réa. un parent quoi, enfin, je sais pas, ça me paraît un peu logique. Enfin, je sais pas, peut-être pas, mais Il y avait 4 ils étaient 4 bébés, c'était des il y avait 4 grands blocs de réanimation et les horaires, c'était 13h-20h. Donc après s'en est suivi, puis pareil, on n'a pas vu le chirurgien qui l'a opéré, c'était que les médecins, donc anesthésistes réanimateurs qui sont là, qui eux gèrent en fait le post-opératoire. Mais souvent, bah, les internes en cardiologie personne vous voilà, en fait, détaille on sait comment même ça pas s'est passé, quoi? voilà, en fait, on ne sait pas. À part nous dire, ça a été, mais c'est bah, bien sûr que ça a été, enfin, voilà,
Et qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait quelque chose de plus? Exactement comment il a pu est-ce qu'il a vraiment pu ouvrir la bicuspidie, pour, recréer le troisième feuillet ou, enfin enlever juste la sténose? Qu'est-ce qu'il a fait, en fait? Donc on était dans le flou, dans le flou, dans le flou et à la base, les 2 jours qu'on devait faire de réanimation se sont transformés en 5 jours. Donc 5 jours sans dormir, auprès de Pablo, en y allant à, 12h55 pétante pour que les portes de la réa ouvrent à 13h. Alors après, ils vous disent, hein, vous pouvez appeler autant que vous voulez, la nuit, le matin, donc j'appelais. Pourtant moi c'était mon lait qui le nourrissait, donc j'avais mon lait à leur déposer, enfin mais j'ai eu une fois une faveur où j'ai pu y aller à midi pour le dimanche. C'était très C'est particulier. rude, quoi, Très, c'est très, rude, très, ouais. très particulier. Très particulier. Et est-ce que tu sais pourquoi, du coup, Pablo a dû rester, un peu plus longtemps en réanimation? Des questions de alors, alors déjà, oui, le dernier cathéter centraux, il a eu, besoin d'un médicament quand même, un peu plus longtemps. Hem, pour, en fait, ce qu'on appelle, ils remplissent, comme ils enlèvent tout le sang, que ça passe dans une machine et qu'il y a une quantité de sang qui est perdue, ils font des transfusions sanguines et en plus ils mettent, plein d'eau, en fait et donc cette eau-là, faut bien l'évacuer et donc c'est grâce à un médicament, un diurétique et du Lasix. Celui-là, il en a eu besoin un petit peu plus longtemps, heu le drain a été un des drains donnés bien, enfin donné un peu plus que ce qu'il ne fallait, donc il a été retiré un jour après, c'était pas du tout et après on est arrivé sur le week-end et week-end, le service où il devait aller manquait de place et en fait, il me et il me disait, je m'en souviens: «Mais il y a des enfants qui vont» même si Pablo allait bien, il y a des enfants qui étaient en réanimation, qui nécessitaient plus du tout de la réanimation depuis déjà, enfin qui allaient encore mieux que Pablo, si on préfère et donc du coup, qui devaient avoir des lits avant lui. Donc en fait, c'était le phénomène de la enfin une file d'attente, en fait, une file d'attente et nous, on n'était pas, les premiers à, et donc bah, pas beaucoup de sorties sur le week-end, donc on s'est retrouvés, le, le lundi soir à monter, en service normal et en fait faire qu'une nuit dans le service, où on avait été avant son intervention. Et tu te rappelles du service, du coup, après la réa dans lequel il a été, transféré? C'était la cardiopédiatrie C'est le classique? service, ouais, cardiopédiatrie, bébé conventionnel, ça s'appelle. Donc ça veut dire, il y a 2 services de cardiologie. Il y a l'unité bébé, je crois que je vais pas vous dire de bêtises, c'est peut-être une quinzaine de lits et pareil, donc ça c'est 0-3 ans et après 3-16 ans. Le couloir, tout d'en face, pareil une quinzaine de lits. Nous on est du côté, bébé, donc il y avait 2 mois et ça allait jusqu'à 3 ans maximum. Et il est resté combien de temps après dans le service, de cardio? Et alors c'était très rapide parce que du coup, en fait, entre le moment ils avaient compté, 5 à 6 jours de post-opératoire et c'est exactement ça, sauf que lui, il a fait ses 5 jours en réanimation et donc 24 heures en service après, conventionnel. Et quels étaient les, est-ce qu'après du coup tu obtiens un compte rendu post-opératoire quand même? Au bout d'un moment? Tu as un retour? Oui, oui, et ben, en fait, ça a mis du temps parce que du coup, moi, c'est le lundi soir où on est arrivé dans le fameux service, enfin, maintenant je crois que c'est le mardi, enfin bon, ça change rien. Moi, à partir du moment où on est arrivé, qu'on est sorti de la réanimation, là, je savais que c'était des cardiologues qui, s'occupaient des enfants, du service. Ils faisaient les visites, tout ça et à un moment, enfin, dès que j'arrive, je le dis à l'infirmière. Je dis: «Excusez-moi», je dis: «En fait, il s'est fait opérer, jeudi matin. Heu, on n'a vu aucun cardiologue. On ne sait pas comment ça s'est passé. Est-ce que, on peut voir quelqu'un?» Et donc là, elle revient, elle va signaler, elle revient, elle me dit: «Oui, oui, vous inquiétez pas parce qu'en plus il doit avoir son échographie», parce qu'ils ont des échographies du coup tous les jours en post-opératoire. Donc et donc là, on a eu, l'interne, le cardiologue, d'autres qu'on n'avait pas encore vus et qui nous a,
expliqué, qu'en fait, bah, voilà, le chirurgien avait très, très, très bien travaillé. Il avait, donc en fait, il a essayé de réouvrir, de faire une troisième ouverture. En fait, augmenter la lumière, ce qu'ils appellent, donc shunter la sténose et il a fait un patch aussi au niveau de l'aorte et au niveau du péricarde. Alors ça, c'est vraiment pour la contraction, ça, c'est hyper technique. Mais on a eu des infos, voilà, mais 5 jours après. Ce qui est quand même long, quoi, enfin, je trouve. Bah, après, on se disait ou même à nos familles, on disait: «Bah, écoutez, on tout s'est bien passé». On disait: «Voilà, ça s'est bien passé», donc mais dans les détails, on savait pas. Et comment, Pablo, il récupère après son opération, il récupère bien, je suppose, vu qu'il est vite, remonté en service, on va dire? Oui, oui, ils récupèrent bien, il faut savoir que chez les bébés, les enfants, ils récupèrent très, très bien dans les interventions, plus enfin, beaucoup mieux qu'un adulte. Et l'adulte, il a besoin non, mais c'est vrai de centres de rééducation, c'est pas du tout le cas, chez l'enfant. Nous, la petite subtilité a été que, au retour, le lendemain du retour, le lendemain matin, on est rentrés, à 20h chez nous et le lendemain, en fait, je retournais aux urgences pédiatriques de ma ville parce que, il a eu la bronchiolite. Donc ça a majoré, heu, enfin, ça a compliqué un petit peu les suites parce qu'il avait beaucoup de quintes de toux avec une sterno, ça lui faisait super mal, il dormait plus du tout donc ça a été la seule enfin, i s'il n'y avait pas eu cette bronchiolite, les suites, sont plus ou moins classiques, voilà, sur, des échos. Alors là, re-écho toutes les semaines pendant au moins 1 mois. On peut pas ça doit être obligatoirement nous, qui le gardons. Il peut pas aller, forcément en crèche ou en nourrice pendant, 1 mois et les autres subtilités, bah, la moindre chose pareil reconsulter, après c'est des choses de bon sens mais voilà, soins de cicatrices et pas le baigner et mais voilà. Dans l'ensemble, à part, sa bronchiolite qui nous a posé, pas mal de soucis, hormis ça, ça a été. Et du coup, en tant que parent, on est plutôt soulagé, j'imagine, à ce moment-là ou pas du tout? Mmh. Et alors, on est, soulagés, si, si, on est soulagés que ça soit passé, mais après je pense que ça, c'est propre à chaque parent, chaque ressenti, mais nous, on sait qu'avec sa cardiopathie, c'est pas une intervention et c'est bon, on n'en parle plus, on a réparé son cœur. En fait, nous, on sait qu'on pourra souffler le jour où on aura changé sa valve aortique. Parce qu'en fait, là, il a fait ce qu'il pouvait, vu qu'à moins de 2 mois, on peut pas changer de valve aortique, pas de prothèse et cetera. Donc en fait, il a fait un super travail pour que ça tienne le plus longtemps possible jusqu'au moment où faudra sûrement changer sa valve. Donc on a f à la fois on est soulagé, c'est passé, c'est derrière nous, mais est-ce qu'un jour on sera vraiment soulagé avec un enfant qui atteint une cardiopathie ou un patient tout court atteint d'une cardiopathie? Je n'ai pas la réponse, mais moi en tant que maman, non. J'imagine. Et comment est-ce qu'il va aujourd'hui, Pablo? Bah, aujourd'hui ça va bien, c'est-à-dire que là on a bien espacé les contrôles, C'est quoi les contrôles on était à que tu dois continuer à faire avec lui? C'est chez là, bah, qui? là tous les 2 mois. Ouais, chez notre cardiopédiatre à l'hôpital, c'est un centre hospitalier universitaire, hein, c'est un gros hôpital, mais c'est notre cardiopédiatre qui nous a suivis, dès la naissance de Pablo, hein, qui a repris le relais, tout le post-opératoire, c'est elle qui l'a fait, et du coup, là, on est passé à tous les 2 mois. Alors au mois de juin, le contrôle du mois de juin était un peu, parce qu'en fait, là, du coup, on n'est plus sur le problème de la sténose. Vu que ça a été ouvert, on est sur l'autre versant, complètement l'opposé, c'est les fuites aortiques. Ça veut en gros, juste je vous explique brièvement, en fait, quand son cœur se contracte, le sang s'éjecte dans l'aorte, sauf qu'en fait, comme ça a été ouvert, chirurgicalement, elle met un petit peu de temps à se refermer, ce qui crée des fuites. Donc le sang qui est bien oxygéné, il part pas complètement dans l'aorte
il revient un peu dans le sens inverse. Donc le cœur, il doit refaire un autre effort pour bien expulser tout le sang. Et là, ça, c'est un problème, les fuites. Et pareil, comme sténose, ça évolue, les fuites. Ça peut être des fuites très, très mineures jusqu'à arriver où là, bah, il y a des fuites en pourcentage, c'est des taux, hein, qui calculent à chaque contraction, où bah, là, c'est quand c'est trop important, on repart sur l'intervention. Et donc en juin, c'était un petit peu, ça avait pas mal évolué. Et là, en août, c'était super, parce que ça s'était complètement stabilisé. Donc on est ressorti du rendez-vous sage, quand même enfin, quand on est parent et patient, je pense que c'est pareil, mais avant chaque rendez-vous, on a l'anxiété, on se demande comment ça va se passer et voilà, parce qu'on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé à chaque rendez-vous. Et donc au mois d'août, c'était bien, c'était tellement bien qu'on se revoit pour la première fois, on passe à 4 mois. Ça veut dire que là, on refait le point début décembre. Ah, c'est trop bien ça. Et aussi pour la charge mentale, ça fait du bien. Oui, ouais. J'imagine. Et est-ce que, ce petit bout de chou, il doit prendre des médicaments déjà ou pas? Non, non, il doit pas prendre de médicaments parce que, ça dépendra des quand il se fera s'il doit se refaire opérer en fonction de certaines interventions. C'est possible qu'il ait après un traitement à vie, en fonction de quelle opération, quel type de chirurgie le chirurgien décidera. Mais là, non, il ne prend pas de traitement, rien du tout. Ah bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est mieux comme ça, hein, parce que les médicaments, c'est déjà lourd aussi, alors en plus, enfin, ne pas en avoir, c'est super. Est-ce qu'il y a des particularités sur lesquelles tu dois, faire attention ou des mises en garde, spécifiques pour, les surveiller? Je sais pas, je pense qu'on doit être toujours un peu vigilant, non, en tant que maman? Moi, alors les choses où je vais être vigilante, même si comme vous l'avez enfin, comme tu l'as dit, on est tout le temps vigilante en tant que maman, mais ça va être quand il va être malade, même une maladie qui pourrait être bénigne, moi je vais porter un peu plus, attention. Là, si on arrive sur la période, des bronchiolies, des gènes respi, donc voilà, après, quand pendant plusieurs jours, bah, par exemple, là, on est en plein dans les dents, il a 1 an, donc ça sort, ça sort. Donc bah, il y a plusieurs jours, il va pas manger, comme d'habitude ou voire, pas ou très peu manger. Alors j'ai ce petit truc en moi de me dire: «Alors est-ce qu'il mange pas pour les dents ou c'est autre chose?» Donc il y a c'est des petites choses que peu perçoivent, mais quand il va être plus comme il parle pas, enfin on l'a très justement dit au début, moi il va pas me dire: «Je me sens essoufflé» ou «J'ai mal dans la poitrine», donc à un moment s'il va être vraiment grognon, ronchon. Et après, bah, malheureusement, on s'écoute, on se fait confiance. Je pense qu'il y a un peu de bon sens, mais enfin, toujours sous un fond d'inquiétude, mais un peu de bon sens. Moi, étant donné que, bah, enfin, j'essaye de me rassurer, de dire et puis dans tous les cas, si vraiment un jour, j'ai un doute ou oui, j'ai des professionnels autour de moi, je me rends aux urgences et voilà, on fait un petit point, hein. Il y a pas de mal, à ça. Et j'avais encore une autre question, c'est plutôt concernant, du coup, ton couple. Comment est-ce que vous avez pu traverser, en fait, toutes ces étapes? Parce que j'imagine que c'est quand même quelque chose de difficile. Est-ce que vous avez des ressources ou des des choses que vous avez mises en place qui vous ont permis quand même de tenir bon face à toutes les épreuves? Oui, alors ça a été, je parlais au début de tsunami émotionnel, l'annonce, mais on pourrait, le reporter ce tsunami à notre couple. Déjà, je pense que pour, avoir un enfant, faut déjà être, soudé. Le postpartum en lui-même met à rude épreuve, à mon sens, le couple. Mais alors en plus, quand on a, bébé avec une lourde pathologie, là, je pense que on est vraiment, on est sur, quelque chose de compliqué, moi je peux pas trop parler au nom de mon conjoint parce que, bah, il est pas là et voilà et en fait, on a comme chaque être humain, en fait, on l'a vécu, chacun différemment et on avait des besoins différents.
en fait. Et c'est ça que moi j'ai eu du mal, c'est peut-être mon caractère de base aussi, mais que moi ça j'ai eu du mal à accepter au début. Moi j'avais besoin qu'on soit vraiment, alors on était énormément connectés tous les 2 pendant une semaine et voilà, mais en termes d'émotions, on peut pas demander à ce que l'autre ressente ce qu'on ressent et etc. Moi, par exemple, j'avais énormément besoin, de lui. Quand lui, la tristesse l'emparait, il avait énormément besoin d'être seul parfois et de se réfugier dans le sport. Il partait des fois courir, pendant 2 heures, je le voyais pas, mais il courait, je pense même sans s'arrêter, puis à un moment, il devait se dire: «Faut que je fasse demi-tour», mais c'était son exutoire. Quand moi, alors après, j'aimerais donner des conseils aux couples, qui vont vivre, ça parce que déjà, je dirais, vraiment, même si vous avez pas les mêmes besoins, hein, vous n'aurez pas les mêmes besoins, vous n'aurez pas les mêmes attentes, vous n'aurez pas les mêmes envies. Si je devais donner plusieurs conseils, c'est le premier, soyez indulgent avec vous-même et avec l'autre. En fait, c'est pas parce que l'autre ne réagit pas comme vous qu'il ne réagit pas et qu'il ne ressent pas, parce qu'on est tous différents. C'est de communiquer. Moi, ça m'est arrivé de lui dire: «Écoute, là, à ce moment-là, j'ai besoin que tu sois là, là, physiquement, ou j'ai besoin de te dire ça, ou je ressens ça». Heu, que ça va être dur avant, mais ça va être fois 2 dur après. En fait, même quand c'est passé, parce qu'en fait, ce qu'on s'imagine pas, on est tellement dans, faut qu'il se fasse opérer, dans qu'on est, comme je le disais à un moment, on est des ma on agit par, automatisme, on est des machines et des robots. Sauf que quand tout ça s'est passé, que tout nous revient, à un moment, le corps et l'esprit, il est fatigué, il est sur les nerfs, il est et don et donc, faut être prêt à après cette tempête émotionnelle et cette tempête de couple-là, donc s'écouter, parler, être indulgent, se laisser du temps. On n'a pas la même temporalité, c'est un peu, au bout de quelques jours, semaines, on peut avoir le ressenti que, bah, ça y est, pour lui, c'est derrière lui. Alors qu'en fait, c'est une apparence, alors qu'en fait, et que nous, il va nous falloir plus de temps. Moi, par exemple, j'ai fait une thérapie, ma thérapeute m'a proposé, heu, à ce qu'il vienne, mais m'a vraiment juste proposé, donc je lui ai juste proposé et il n'a pas voulu et en fait, on en avait beaucoup discuté. Je m'attendais à ce qu'il ne veuille pas. Et c'était OK, en fait. J'étais OK avec ça. Je lui avais proposé. Mais moi, à ce moment-là, mes besoins, c'était ça. C'était de parler, de faire le point de pourquoi je réagissais comme ça, de pourquoi moi, pourquoi nous. Enfin, j'étais dans beaucoup de questions, quand lui se posait pas de questions et alors que moi, j'avais cette impression, je lui dis: «Mais en fait, tu acceptes, les choses». Moi, j'en voulais à la terre entière, j'en voulais à tout le monde. Que lui, il avait ce truc de: «Bah, en fait, maintenant, c'est là. Oui, il a une cardiopathie, oui, il est malade. Ben, en fait, on va avancer Mathilda, on va avancer, c'est OK». Et moi, je lui disais: «Mais ça va pas de réagir», enfin, dans ma tête et donc on était un peu entre-pieds. En fait, juste le mot, c'est être indulgent avec soi et avec son couple, je trouve. Se laisser du temps et ça va mettre du temps à sortir de l'eau et le dernier petit conseil, c'est de je m'arrêterai là après, c'est de juste, quand c'est difficile, se souvenir de pourquoi on aime cette personne et pourquoi on s'est mis avec et quand c'est vraiment très dur et souvent, voilà, on a c'est pas anodin si on a décidé, de faire des enfants avec, cette personne-là. Donc voilà, ça peut aider. Est-ce qu'en tant que parent, on peut ressentir un peu de culpabilité, quand justement, son enfant il est malade, C'est un peu une question, forte, mais je me suis dit peut-être qu'on se la pose quand même. On va être honnête, c'est inévitable, heu, c'est inévitable quand son enfant est malade d'avoir ce sentiment de culpabilité. Parce que je sais pas, trop pareil, je pense que ça c'est différent, les mamans, les papas, mais là pour le coup la maman, enfin on l'a porté 9 mois, enfin il y a quelque chose d'hyper, psychologiquement,
on peut pas se dire, enfin, c'est inévitable. Alors après, j'ai eu une grossesse où, j'arrêtais pas de me dire ce qui n'a vraiment strictement rien à voir, mais donc je veux pas faire culpabiliser celles, heu, où ça a pas été le cas comme moi, mais j'ai fait attention à tout ce que je mangeais, je buvais 0 goutte d'alcool, j'ai pas fumé de cigarette pendant ma grossesse. J'ai vraiment, été le petit soldat, j'ai fait, de la sophro, des machins, des trucs, ceci, enfin et c'est pas grave, hein, je dis pas qu'il faut avoir une grossesse comme ça. C'était voilà et que si vous faites pas ça, vous aurez pas du tout. Mais moi, bien sûr et puis quand on me dit: «Alors voilà, mais il y a personne» puis on vous dit au début: «Il y a personne qui a une cardiopathie dans votre famille et vous 2 vous avez pas de cardiopathie parce que c'est congénital». Alors là, on vous dit le mot congénital, même si on n'est pas du milieu médical, paramédical, on dit: «OK, ça veut dire que ça vient de quelqu'un de quelque part». Donc là, on nous dit: «Faut qu'on fasse une écho à votre fille, faut que vous allez voir un cardiologue en ville». Donc nous, on a eu, là, en mois de juin, aucun de nous 2 a alors ça, c'est pareil, moi, j'ai dû me préparer psychologiquement à, comment mon esprit va réagir si c'est mon conjoint qui, a la cardiopathie, mais surtout comment je vais réagir si c'est moi qui ai cette cardiopathie-là. Parce que moi, je peux avoir cette cardiopathie-là, juste une bicuspidie et faire toute ma vie en parfaite santé. Au final, il s'est avéré qu'aucun de nous 2 avons la bicuspidie, donc c'est ça peut être, un oncle, et un arrière-grand-père, enfin vraiment, mais quelqu'un de notre famille a cette pathologie, qui s'en est sûrement jamais, rendu compte. Il y a cette culpabilité-là, il y a la culpabilité de si on fait des enfants, c'est pour qu'ils soient en bonne santé, c'est pour qu'ils aient une vie en bonne santé, et qu'ils grandissent comme n'importe quel l'autre enfant, qu'ils fassent du sport comme n'importe quel autre enfant et surtout peut-être alors on n'est pas déjà dans ça, il a que 1 an, mais peut-être qu'un jour, lui, il voudra aussi être père et posera cette question-là, mais voilà, on a toujours bien discuté et je pense qu'on parlera et on fera plein de choses pour que tout ça, le traverse avec le plus de sérénité possible, comme nous. En fait, mais c'est un cheminement qu'il faut faire parce que, c'est pas du jour au lendemain où on enlève cette culpabilité. Je pense qu'elle partira jamais totalement, faut juste l'accepter. Et du coup, moi, j'avais encore une question concernant du coup, ton activité professionnelle. Qu'est-ce qui se passe quand, bon, bien sûr, au début, il y a le congé maternité. On est en congé maternité, donc ça, d'accord, tu es à la maison avec, Pablo. Mais comment ça se passe quand on a un enfant malade et qu'on ne peut pas le mettre à la garderie, parce que il y a telle ou telle raison qui fait que ça marche pas? Et comment est-ce que toi, tu t'es sentie peut-être prête aussi à retourner au travail? Je pense qu'il y a aussi ça, parce qu'il y a eu énormément de choses, de traumatismes et donc parfois on n'a pas l'énergie quoi, après tout ça, à fournir encore une fois au niveau professionnel. Ah ouais, ça c'est pareil, je pense qu'aussi c'est hyper personnel, alors moi déjà, pour juste le lien avec ma profession et mon rôle de maman, moi je me suis toujours forcée et j'ai toujours été, la maman de Pablo et pas son infirmière puéricultrice. Donc et ça, je vais dire, assez naturellement. En fait, ça demande, je trouve, tellement d'énergie déjà que je sois à 100 présente en tant que maman. Il avait tellement besoin de moi, de mes paroles, de mes attentions, enfin de tout en tant que maman que, en fait, d'une, j'avais pas l'énergie et surtout, j'avais surtout pas envie d'être son infirmière. Il y avait des professionnels pour ça. Donc ça, moi, les 2 ont été dits facilement, ça s'est fait facilement et pour répondre donc à l'autre question pour la reprise, alors là, en fait, c'est offert, 2 possibilités. Pareil, c'est hyper personnel, je pense qu'il y en a qui vont pas pouvoir reprendre le travail, parce que psychologiquement, parce que, X ou Y raison. Après, il y a quand même un aspect financier, moi, je me suis renseignée pour avoir, la prestation, alors c'est la CAF qui fournit ça, l'AJPP, l'attestation journalière de présence parentale et ça équivalait à, 1 200 € par mois. Donc ça me faisait quand même une perte, qui n'était pas négligeable de salaire, mais ça pouvait être une opportunité si je ne pouvais pas reprendre le travail, de pas me retrouver sans rien, on va dire. Sauf que, bah, moi, étant donné que c'est fait opérer tôt, donc j'avais 3 mois
de congé, enfin 2 mois et demi là, de congé mater et j'avais, je pense 3 semaines au moins de mes congés d'année à écouler et en fait, dès que je suis revenue de Paris, je devais, mon congé maternité se terminait quasiment en fait. On arrivait au mois de novembre. J'avais accouché le 2 septembre, donc c'était, 1 semaine après, je devais reprendre. Donc vu dans l'état où j'étais, psychologique et que je pouvais pas laisser, mon médecin m'a arrêtée. Il m'a arrêtée 1 mois pour que je puisse garder, Pablo et donc c'est comme ça m'a permis de me projeter jusqu'à, début décembre et là avec mon employeur, et puis moi ça fallait voir comment j'allais psychologiquement et j'ai décidé de j'avais le sentiment d'avoir besoin de reprendre le travail, parce que pour, faire autre chose, pour me changer les idées. Même si ça peut paraître paradoxal, quand on va m'écouter parce qu'on va me dire: «Elle est complètement cinglée, elle va retourner avec des enfants malades, alors que le sien est malade» et enfin bon et c'est pas du tout pareil. Moi, je suis la Mathilda maman à la maison et je suis la Mathilda puéricultrice au travail. Enfin, je suis la même, mais j'avais besoin de retrouver mes collègues, j'avais besoin de sortir de chez moi, autre que faire des balades au parc et prendre des cafés avec des amis, quoi. Vraiment de faire fonctionner mes méninges et je me suis dit: «Je vais tester et voir» et en fait, du coup, j'ai pu avec mes congés, ça m'a fait pousser, donc le mois de décembre, j'ai repris début janvier. Donc en fait, quand j'ai pris le 2 janvier, donc Pablo avait tout pile 4 mois. Non, non, chapeau. Mais vraiment, je trouve que ta réponse elle est super aussi parce que tu vois, te dire aussi que le retourner au travail professionnellement, des fois, ça fait du bien aussi. Et en fait, c'est aussi parfois ça qui peut faire que, ben, ça nous aide aussi à aller mieux. Mais même si j'entends enfin, que toutes les versions soient possibles, hein. Oui, 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 il faut pas je n'ai pas envie d'être culpabilisant, pour ceux qui nous écoutent et par rapport à mon caractère, mon tempérament, moi, ce que j'avais besoin à ce moment-là. Ça se trouve, on refait le même scénario à un autre moment de ma vie avec, je sais pas, un facteur différent, j'aurais été, ça aurait été une montagne impossible à franchir que de reprendre le travail, à cet instant T-là. Et pour finir, alors moi, je voulais encore savoir qu'est-ce qui vous a manqué dans votre parcours en tant que parent? Peut-être que en tant que patient, tu pourras pas parler pour Pablo, mais en tant que parent, quelles sont pour toi les choses qu'on pourrait améliorer dans ce parcours de soins, notamment quand on est accompagnant d'un nourrisson comme tu l'as été? Moi, je trouve que c'est, tous les à côté alors pas du tout dans mon hôpital, périphérique, parce qu'en fait, de ma cardiologue à, moi je me suis suivie au centre de périnatalité de l'hôpital où j'ai accouché. Enfin vraiment, il y a tout est mis en œuvre. Mais c'est vraiment autour du coup de l'intervention où là, en fait, enfin, on n'a pas le droit de rester avec notre enfant. Enfin, on est complètement je me sentais dépossédée de mon rôle de mère, de parent. Mon conjoint, ça a été pareil, compliqué aussi et enfin, clairement, à part le 13h-19h, on ne sait pas quoi faire de notre temps, et là, ça aurait pu enfin, il y avait même pas je sais pas moi, de groupe de parole ou c'est pas dans ces moments-là où on va aller sur des sites, d'une association à appeler en disant: «Bah, ça va pas, mon fils il est en train de se faire opérer, j'aimerais parler». Pas du tout. Donc au sein de l'hôpital, il y a pas d'antenne ou je sais pas avec des petites enfin ou en tout cas où je les ai pas vues. Peut-être que ça existe tous les jeudis, à telle heure, c'est possible, mais en tout cas moi j'en ai pas eu connaissance. Donc je dirais d'être plus, en tant que parent, famille j'ai pas beaucoup parlé de ma famille, mais ça a été très, 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 très dur aussi pour ma famille, hein, de gérer ce tsunami-là aussi. Ma famille, mes amis, tous nos proches qui nous ont été un grand soutien, heureusement. Mais en fait, faire beaucoup de choses par nous-mêmes pour se faire aider. C'est moi qui ai pris l'initiative parce que, bah, de justement de contacter, mon centre de périnatalité. En fait, faut se dire que malheureusement, bah, on va pas venir toquer à votre porte en vous disant: «Bonjour, votre enfant ou est malade, alors on va mettre tout ça en place, on va vous aider». C'est dur, des fois on en a pas la force. Ça marche pas comme ça, mais des fois on en a pas la force, mais en fait, il faut ou alors demander à une amie, une voisine, un parent de le faire à votre place, de prendre ces rendez-vous-là si c'est trop dur, mais parler à quelqu'un
et moi m'entourer de très bons professionnels dans ma région. J'ai eu une micro-kiné, une ostéopathe, enfin plein de professionnels de médecine, alternative qui ont été d'une aide et qui nous mais plein, je pourrais en parler pendant des heures, ce que je ne vais pas faire bien sûr, mais vraiment en fait s'entourer. C'est se créer un réseau de et pour en tant que parent de dialogue et de professionnels qui vont graviter autour de votre enfant parce que on c'est trop long, mais ça crée quand même des conséquences. Enfin, c'est pas anodin une intervention chez un enfant, qu'il ait 1 mois et demi ou je pense à tous ceux qui sont opérés à qui étaient, les voisins de chambre de Pablo, qui ont 1 an, qui ont 2 ans, 3 ans, 6 ans, 10 ans. Heu, ils c'est des guerriers, mais il leur faut une armée derrière eux, quoi et ça, c'est important. Mathilda, qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message? Bon, tu en as fait passer beaucoup, j'avoue. Ils sont même Oui. très beaux. Ouais. Mais le principal message que tu aimerais faire passer aux parents d'enfants ou aux enfants eux-mêmes, qui sont, je pense, en capacité quand même de comprendre, qu'est-ce qui pourrait, les aider, via ton parcours et pour ceux qui vivent un peu la même chose? Le message principal, je vais pas leur dire que, ça va passer. Parce que dans la cardiopathie, on sait jamais de quoi va être fait le prochain rendez-vous et donc ça fait partie c'est une maladie, on peut pas se dire ça, mais je dirais qu'il va y avoir des jours plus sombres, mais d'autres plus jolis et de pas rester seul. Je vais rebondir à ce que je viens de dire, hein, mais heu, je vais le redire, mais c'est vraiment ça, ils sont hyper courageux, hyper, forts et moi, c'est vraiment, ce que je le vois comme ça, moi, mon petit Pablo, c'est vraiment un petit guerrier, mais de tout mettre en place pour les aider. Beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, des professionnels et une famille, soudée, en fait, du temps de qualité et du monde autour d'eux. Je dirais que et pour nous, en tant que parents, ça a été la meilleure chose qui nous a aidés, ça a été d'avoir du monde auprès de nous, que ça soit amis, famille, professionnels. En fait, de se sentir entouré, parce que c'est comme c'est un chemin qui est semé d'embûches et qui va encore l'être, donc je dirais, bien s'entourer. Et pour terminer, Mathilda, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Et bah, de continuer, comme ça, que ma petite famille, que tous les 4 on ait plein de beaux projets, de belles choses à venir et que pour Pablo, bah, ça suive son cours là comme c'est actuellement et dans tous les cas, même si, ça doit, se passer différemment, on sera là pour lui, mais bah, que du meilleur, on va dire et pour nous 4 pour la famille. Une bonne stabilité. C'est tout ce qu'on vous souhaite et surtout, embrasse, Pablo, bien fort de notre part. Il ne nous connaît pas, mais embrasse-le bien fort et puis, dis-lui que, franchement, vous formez une super belle équipe là, tous les 4 et que je vous souhaite plein de bonheur pour la suite. Oui et puis moi je Merci. voulais vous dire que vous êtes vraiment tous très courageux, hein. Franchement, c'est parce que dès le départ, dès la naissance, c'était vraiment chaotique et franchement moi je vous dis chapeau, hein. Merci en tout cas pour ton témoignage qui a été, très enrichissant et poignant, j'ai envie de dire, hein. Merci pour ton honnêteté et ouais, d'avoir, osé, parler de tout ça, qui sont pas des choses faciles non plus, parce qu'il faut se remémorer les moins bons moments aussi, donc merci pour tout ça. Oui, merci Mathilda. Merci. Merci à vous, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Un immense merci à Mathilda pour ce témoignage bouleversant et sincère. Son histoire met en lumière la force des parents face à l'inattendu, l'importance d'être entouré et la résilience face aux épreuves. Nous espérons que ces mots trouveront un écho auprès de celles et ceux qui en ont besoin. Si cet épisode peut apporter du réconfort ou des repères à d'autres parents,
alors il aura rempli sa mission. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Cœur battant.